Donc effectivement, dans le cadre de ma présentation, je vais me focaliser plutôt sur une des méthodes dont Lise a parlé, donc qui est la PCR quantitative, et de voir un peu quels sont les enjeux qui tournent autour de cette méthode liés à la caractérisation des bioaérosols. Hop là. Donc la première question à laquelle on va chercher à répondre, ça va être de savoir comment est-ce qu'on peut détecter, quantifier, identifier des micro-organismes qui seraient présents donc, dans les bioaérosols. Donc pour ça, il y a un ensemble de mesures qui existent et qui sont déjà mises en place. Donc Lise a parlé de la partie donc, culture qui permet la détection des micro-organismes vivants et qui est une méthode facile et peu coûteuse à mettre en place, mais qui ne permet pas la détection de tous les micro-organismes, puisque certains sont non cultivables. Et donc il y a aussi des temps de culture qui sont potentiellement longs. Donc Alexandra a également parlé de la partie des endotoxines, qui permet une détection rapide et une évaluation globale de la charge bactérienne, mais qui reste une mesure indirecte qui ne concerne que les bactéries à gram négatif. Il existe aussi d'autres méthodes alternatives, comme l'utilisation par exemple de la microscopie pour repérer des formes cellulaires, des spores ou autres, mais qui n'est pas assez précise forcément pour avoir des identifications de certains organismes, mais également l'utilisation par exemple, comme Xavier en a parlé, de composés primaires ou secondaires, comme l'utilisation par exemple de production de mycotoxines, de COV ou autres, mais qui vont nécessiter des techniques un peu plus coûteuses de type HPLC ou autres, ou des équipements particuliers. Donc pour répondre à ces enjeux, la question, ça va être donc de savoir de quelle manière est-ce qu'on peut avoir une méthode qui va avoir une détection rapide, qui va permettre l'identification d'espèces microbiennes et qui va permettre du coup une quantification directe. Donc pour répondre à ça, il y a une technique notamment qui a été développée, donc c'est la PCR quantitative, aussi appelée PCR en temps réel. Donc cette méthode, en quoi est-ce qu'elle va consister? Donc elle va se baser sur le matériel génétique, donc sur l'ADN, donc tous les organismes vivants possèdent l'ADN, et c'est ce matériel génétique qui va coder pour toutes les fonctions biologiques, pour les gènes. Donc ce matériel génétique, cet ADN, il est composé de ce qu'on va appeler des bases nucléiques, donc des acides nucléiques qu'on va dire A, T, C, G, alors c'est pas forcément intéressant de savoir exactement en quoi consistent ces tags, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, cette succession de compositions de bases nucléiques va permettre ensuite de coder spécifiquement pour des fonctions, pour des gènes, coder pour des protéines, etc. Et donc en fait, cette particularité, ça va permettre d'avoir dans le génome des organismes des séquences d'ADN qui peuvent être spécifiques de certains organismes, avec des séquences qui sont partagées par exemple par toutes les bactéries, mais d'autres séquences qui vont être spécifiques à uniquement un groupe ou alors justement une seule espèce. Et donc en fait, grâce à ces séquences, elles vont nous servir un peu de carte d'identité pour les bactéries. Et donc en détectant du coup ces séquences spécifiques, on va pouvoir détecter les organismes associés. Donc le principe de la PCR quantitative, ça va être d'avoir une méthode qui va nous permettre, à partir d'une cible qui va être une cible spécifique de cet ADN, de quantifier la quantité d'ADN initiale qui était présente dans un échantillon. Et donc ça, c'est utilisé, donc on en a effectivement parlé, notamment dans l'histoire du Covid-19, donc pour la détection de certaines infections virales avec le SARS-CoV-2. C'est là où le grand public a entendu parler de ces méthodes de PCR, de qPCR, mais c'est également utilisé dans beaucoup d'autres domaines, que ce soit de la génétique, mais que ce soit aussi par exemple de la détection de contamination microbienne dans de l'eau ou autre. Donc concrètement, cette technique, elle présente un intérêt significatif pour les bioaérosols, mais comment est-ce que ça va fonctionner ? Donc pour ça, au niveau des différentes étapes du protocole, la première étape, ça va être d'effectuer des prélèvements d'air. Donc on a pu voir différents prélèvements, que ce soit des prélèvements au niveau des professionnels avec des cassettes, que ce soit des prélèvements sur filtre, que ce soit des prélèvements au milieu liquide, comme ça peut être le cas par exemple du Coriolis ou du SK Biosampler. On peut aussi avoir des prélèvements avec différentes granulométries, avec le cas par exemple des impacteurs type Andersen. Toujours est-il qu'à la fin, on aura un échantillon qui sera donc soit sur filtre, soit en milieu liquide, dans lequel on va avoir nos bactéries, nos moisissures qui seront présentes. Ces micro-organismes, il va falloir récupérer l'ADN qui est contenu à l'intérieur. Donc pour ça, on va mettre en place des méthodes d'extraction d'ADN sur les échantillons collectés. Si par exemple on a un échantillon avec un filtre, on va mettre en place des tampons de Lise pour essayer de casser chimiquement les membranes de ces bactéries ou de ces moisissures. On peut aussi mettre des étapes un peu plus de Lise physique, donc avec par exemple des étapes de chauffage, de sonication ou encore de broyage à billes. L'idée c'est vraiment, sans trop détériorer l'ADN, mais l'idée ça va être de
casser justement les membranes des micro-organismes pour ensuite purifier l'ADN du reste des autres composés cellulaires et d'avoir à la fin un échantillon qui ne contiendra que l'ADN d'intérêt. Ensuite, cet ADN, on va l'utiliser pour effectuer donc une quantification par qPCR. Donc, la quantification par qPCR, ça va nécessiter d'avoir ce qu'on va appeler un mix réactionnel, c'est-à-dire qu'on va mettre ensemble différents composés qui vont nous permettre ensuite de quantifier la quantité d'ADN initialement présente dans notre échantillon. Donc bien entendu, on aura besoin de l'ADN qui était présent dans les échantillons. On va rajouter aussi ce qu'on appelle l'ADN polymérase, qui sera une enzyme qui va nous permettre en fait de synthétiser, de multiplier du coup l'ADN qu'on va ajouter. On va mettre donc un tampon pour le bon fonctionnement de cette enzyme, mais aussi ce qu'on appelle donc des DNTP. Donc ça, c'est les fameuses bases dont on parlait précédemment, A, T, C, G, qui vont être présentes pour être assemblées pour synthétiser les nouveaux brins. Et enfin, on va avoir besoin d'amorces. Donc les amorces, ça va être de petites séquences d'ADN qui vont être spécifiques de certaines régions d'intérêt de notre génome et qui vont pouvoir nous permettre de cibler les gènes qui nous intéressent. Donc par exemple, de cibler spécifiquement certaines catégories de bactéries, certaines catégories de moisissures, etc. Toutes ces étapes, elles sont très importantes, mais elles vont aussi comporter une part de biais, et donc il y aura tout un travail après de standardisation et d'optimisation à chaque étape pour s'assurer qu'on soit au plus près du résultat qu'on obtient initialement dans notre échantillonnage, dans notre extraction, puis dans notre analyse. Donc quand on met tous ces éléments ensemble dans notre tube réactionnaire, et que donc, souvent c'est des plaques 96 puits, et qu'on va les passer donc, à l'analyse, qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur ? Donc le principe, c'est le principe de la PCR, c'est-à-dire qu'en fait on va chercher à amplifier notre ADN initial. Notre ADN initial, souvent, il va être présent en de très faibles quantités, donc on ne va pas pouvoir le détecter tel quel. On va avoir besoin justement de l'amplifier pendant plusieurs fois pour pouvoir arriver à des concentrations qui soient détectables. Donc on part de notre échantillon d'ADN. La première étape, ça va être ce qu'on appelle la dénaturation, c'est-à-dire qu'en fait on va chauffer pour séparer notre ADN qui était présent en double brin, pour le séparer en simple brin. Ensuite, on va avoir nos petits fragments d'ADN, nos amorces, qui vont venir se fixer, s'hybrider sur les zones spécifiques pour lesquelles elles ont été designées. Et enfin, l'ADN polymérase va détecter justement cette jonction entre notre ADN et les amorces, va se fixer et va synthétiser donc le reste du brin manquant, pour à la fin arriver à des copies d'ADN avec double brin. Ça, toute cette étape-là, c'est ce qu'on va appeler un cycle d'amplification, puisque vous voyez bien qu'on est passé d'une copie d'ADN à deux copies d'ADN. Et donc l'idée, ça va être de répliquer ensuite cette copie, c'est-à-dire de faire un nouveau cycle de dénaturation, d'hybridation et d'élongation. Et ainsi, à chaque étape de cycle, on va multiplier du coup par 2 la quantité d'ADN. Donc on va avoir un phénomène exponentiel d'un facteur 2. Ça va nous permettre de multiplier l'ADN, mais comment est-ce qu'on va le mesurer ? Donc pour ça, on va utiliser des méthodes par fluorescence. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail des types de méthodes qui existent, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des marqueurs qui vont nous permettre de relier la quantité de fluorescence qu'on va pouvoir émettre à la fin de chaque cycle avec la quantité d'ADN qui sera présente dans notre échantillon. Et donc à la fin, on obtiendra ce type de résultat où on va avoir donc l'intensité de la fluorescence qui est relative donc au nombre de copies d'ADN qu'on va avoir, en fonction, donc, que vous voyez en bas, du nombre de cycles d'amplification qu'on a pu réaliser. Et donc, comment est-ce qu'on va pouvoir après évaluer la quantité d'ADN qu'on avait initialement présent dans notre échantillon ? Pour ça, on va utiliser une gamme étalon, tout simplement, pour laquelle on va avoir différentes concentrations d'ADN. Donc par exemple, sur le schéma, vous avez ici en orange une concentration d'ADN plutôt importante et en vert une concentration d'ADN plus faible. Et on peut voir que puisqu'on avait une concentration d'ADN plus importante en orange, quand on va multiplier à chaque fois de 2 en 2 la concentration qui était initialement présente, en fait, on va arriver plus tôt au niveau des cycles d'amplification à une concentration qui sera détectable et visible par la fluorescence. Et donc après, ça nous permettra d'avoir cette courbe d'étalonnage qui va nous permettre d'avoir une correspondance entre notre quantité d'ADN de notre gamme étalon et celle de notre échantillon. Grâce à ça, donc, on sera capable de mesurer la quantité d'ADN initialement présente dans l'échantillon et qui sera vraiment spécifique des amorces qu'on a utilisées pour cette analyse. Donc les intérêts de la PCR, la première, ça va être d'avoir une très bonne sensibilité, puisqu'on va pouvoir avoir une limite de quantification qui va être très basse. On n'a pas forcément besoin d'une très grande quantité d'ADN pour pouvoir commencer à le détecter. L'autre, ça va être la spécificité, puisqu'en fait, en fonction du choix des amorces qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir cibler certaines catégories de micro-organismes, certains pathogènes spécifiques ou autres.
Ça va nous permettre également de détecter des micro-organismes qui sont non cultivables, donc qui sont présents, qui sont viables dans notre échantillon, mais pour lesquels nous n'avons pas de milieu de culture adapté à leur croissance, ou en tout cas qu'il faudrait des temps très longs pour les obtenir. Et enfin, c'est l'autre point, ça va être une détection assez rapide, puisqu'au final, entre le prélèvement, l'extraction d'ADN et la qPCR, on peut réaliser l'ensemble en moins de 24 heures si jamais on enchaîne toutes les étapes. Par contre, ça a quand même quelques limites. Par exemple, sur la distinction des cellules qui sont vivantes ou mortes. Vu qu'on va détecter tout l'ADN, on ne va pas faire la distinction de savoir si nos cellules, en fait, c'est des cellules mortes, et donc ça peut poser certaines limites concernant certains pathogènes. Il y a quand même des techniques qui permettent maintenant de moduler cet aspect-là. Aussi, c'est une technique qui est plutôt coûteuse au niveau des réactifs qui sont utilisés, au niveau des appareils, et ça va demander également des préparations très rigoureuses pour éviter la contamination des échantillons, leur dégradation, et nécessiter également du personnel formé et spécialisé pour ce type de méthode. Donc au final, la qPCR, c'est un outil diagnostique qui est intéressant pour les bioaérosols en milieu professionnel. Ça n'a pas forcément vocation pour remplacer les méthodes déjà préexistantes, mais c'est plutôt une approche complémentaire qui va apporter un nouvel axe d'analyse, on va dire, sur les risques professionnels et notamment sur le ciblage de certaines catégories de pathogènes donc, spécifiques ou de pathogènes non cultivables. Donc maintenant, je vais vous présenter un exemple de projet qui a été réalisé donc, en collaboration donc, avec l'INRS, avec la CRAMIF et avec l'ESU, et qui porte sur l'étude du microbiote qui est associé donc, au fluide de coupe. Donc, vous en avez entendu parler un peu ce matin, mais les fluides de coupe, ce sont des huiles minérales ou des fluides qui sont utilisés notamment dans le domaine de la métallurgie pour avoir des fonctions de lubrification, de refroidissement lorsqu'on va avoir des découpes de pièces ou autres. Donc lorsqu'ils vont être utilisés, ils vont produire toutes sortes de petites particules, donc de micro-gouttelettes de liquide qui vont se former et qui vont, ces gouttelettes en suspension, former des brouillards au niveau des fluides de coupe. Ça va avoir un impact du coup sanitaire pour les travailleurs, que ce soit sur une partie chimique, avec par exemple des affections cutanées, des affections respiratoires, comme de la pneumopathie ou autre, mais également des problématiques microbiologiques, avec des pathologies respiratoires causées par certains micro-organismes pathogènes ou par des endotoxines. Ça a notamment été montré que certains micro-organismes opportunistes étaient présents dans ce type, pouvaient se développer dans ce type de fluide. Donc la question qui reste à se poser, c'est de savoir quelle est la composition au final des micro-organismes, la composition microbienne dans ces bains, dans ces brouillards, et surtout quelle est la source de contamination qui est responsable de la présence de ces micro-organismes et qui va ensuite poser ces problématiques de contamination des bioaérosols. Donc pour ça, un plan d'étude a été mis en place pour caractériser les communautés bactériennes fongiques associées aux fluides de couple et leurs potentielles sources de contamination. 4 usines différentes ont été prélevées entre 2019 et 2023, avec des prélèvements sur les fluides de couple, entre s'ils étaient neufs, s'ils étaient vieux, sur l'eau du réseau, pour voir l'influence lors de la dilution, sur des prélèvements d'air avec cassettes, donc on l'a dit précédemment, ça a été présenté avec des points internes, des points externes, des points d'atelier, des points personnels, et également sur des prélèvements avec des impacteurs à étage type Andersen pour étudier le rôle de la granulométrie des particules sur ces aspects. Donc ensuite, ces prélèvements, ils ont été analysés donc, par culture, par détection des endotoxines, par qPCR et également par séquençage haut débit pour évaluer la biodiversité. Je ne développe pas cette partie-là parce qu'elle sera présentée plus tard dans la journée. Je vais vous présenter uniquement donc, la partie qui concerne la qPCR. Donc pour la qPCR, voici par exemple un des résultats qu'on a pu obtenir. Donc vous avez la concentration, ce qu'on appelle en unité génomique, donc en nombre de copies d'ADN qu'on a détectées en logarithme 10 par mètre cube d'air pour différentes usines. Et donc ce qu'on a pu voir par exemple, c'est qu'en comparant les références entre les ateliers et les points externes, au niveau de la concentration bactérienne, on n'a pas vu de différence au sein des entreprises entre l'air extérieur et l'air intérieur. On a également regardé donc, au niveau des fluides de coupe et en comparant avec l'eau du réseau, où on a pu voir que globalement, l'eau du réseau était moins concentrée en micro-organismes et que effectivement, plus on avait des fluides de coupe qui étaient usagés et plus on avait une tendance à l'augmentation des concentrations en bactéries à l'intérieur. Ça a été comparé notamment avec les résultats par culture, et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au final, sur les résultats en culture, on a à peu près 1 log 10 de moins, mais on garde la même proportion en général entre les échantillons et les sites. Donc on a des concentrations ici qui sont similaires à celles qui ont pu être mises en avant dans d'autres études de la littérature, et ce qui n'a pas l'air de montrer d'un impact du fluide de coupe sur la quantité en tout cas des bioaérosols présents en suspension dans le cas des études, des entreprises qu'on a utilisées.
Pour terminer, je vais vous présenter aussi un des résultats qu'on a pu obtenir, cette fois-ci en utilisant la qPCR pour cibler spécifiquement des mycobactéries. Donc là, on avait des amorces qui nous permettaient de détecter que des mycobactéries via le gène ATPE. Et donc là, vous avez des résultats qui sont présentés sur un prélèvement Andersen, donc avec, vous pouvez le voir, différentes tailles de particules. Donc, ce qui a pu être vu, c'est que en fait, les mycobactéries n'étaient pas détectées dans toutes les entreprises, mais que lorsqu'elles étaient détectées dans certaines entreprises, donc par exemple là en bleu pour l'entreprise DF ou en bleu clair pour l'entreprise FJ, on peut voir qu'en fait elles sont réparties globalement sur toutes les granulométries et que donc il n'y a pas une catégorie de particules qui a l'air d'être plus ou moins dangereuse vis-à-vis du risque lié aux mycobactéries. De la même manière, on a détecté les mycobactéries dans l'eau et dans les fluides de coupe. Et donc, en bleu foncé dans l'eau du réseau, on a pu voir que la présence de mycobactéries dans l'eau du réseau n'induisait pas forcément la présence ensuite de mycobactéries dans les fluides de coupe quand ils ont été prélevés. Mais un point qui est intéressant, c'est tout de même que à chaque fois qu'on avait des mycobactéries qui étaient détectées dans les fluides de coupe, ça induisait la présence, comme on l'a vu précédemment dans le résultat avec Andersen, dans l'air. Donc au final, la qPCR, dans cette étude, ça a permis la quantification soit de micro-organismes totaux, donc on l'a vu avec les bactéries, je ne vous ai pas présenté, mais on a aussi fait les résultats avec les champignons, soit sur un pathogène ciblé, comme le cas des mycobactéries. Et donc là où c'est intéressant, c'est de faire la comparaison avec d'autres résultats, type culture, type endotoxine, pour avoir une meilleure vision des concentrations de micro-organismes qui sont présents dans ces fluides de couple, et de manière plus générale dans d'autres activités, comme par exemple du traitement des eaux usées, ou encore de la méthanisation, du compostage, etc. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur Simons. Pardon pour ma question, mais si elles marchent toutes vos méthodes, pourquoi est-ce qu'on ne se focalise pas sur une seule? Effectivement, ça c'est souvent la question. On peut se dire, on va essayer de trouver la méthode absolue qui va nous permettre d'avoir toutes les informations d'un seul coup. Il reste néanmoins que la qPCR, par exemple, comme on l'a dit, elle ne va pas forcément prendre en compte tous les micro-organismes, notamment, elle ne va pas faire la différence entre tous les micro-organismes, notamment ceux qui sont viables, ceux qui sont non viables. On va aussi des fois avoir besoin d'avoir des méthodes qui sont plus faciles à mettre en place ou moins coûteuses. On ne va pas s'attendre à ce que, par exemple, tous les laboratoires aient une qPCR avec du personnel formé. Il y a des contraintes aussi qui sont liées. Il faut des salles spécifiques pour éviter les contaminations. Bref, ça nécessite quand même une mise en place et des enjeux qui font que je pense que toutes les méthodes ont leur importance justement dans le suivi des bioaérosols.